Dans les sondages, sa majorité vient de perdre les élections sénatoriales. C'est la première fois, on le rappelle, que le Sénat bascule à gauche dans l'histoire de la Ve République. Le chef de l'État est confronté à la crise et pour couronner le tout, il y a les affaires qui s'accumulent. Affaire Bettencourt, affaire Karachi. Ces affaires peuvent-elles faire tomber Nicolas Sarkozy? Vivons-nous dans une république de voyous, une république corrompue? Dans ce contexte, le chef de l'État peut-il se représenter? Eh bien, je vous présente tout de suite nos invités. Denis Jambard, bonsoir. Vous êtes journaliste, auteur de Ne vous représentez pas. Et c'est une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy. C'est aux éditions Flammarion. Avec nous, Guillaume Perrault, bonsoir. Vous êtes journaliste politique au Figaro, maître de conférence à Sciences Po et auteur des Présidents de la République pour les nuls. C'est chez First Edition et ça sortira au mois de novembre. Voilà, on le donne avec un peu d'avance. Stéphane De Vries, bonsoir. Vous allez être un peu le regard étranger sur notre plateau puisque vous êtes correspondant à Paris pour RTL4, qui est une chaîne hollandaise. Et puis avec nous, Richard Malka, bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes co-auteur du livre La face cachée de Nicolas Sarkozy avec le journaliste Philippe Cohen qui travaille chez Marianne. Et vous êtes également l'auteur de cette BD que je recommande, que j'ai beaucoup ri en la lisant, Carla et Carlito ou La vie de château. Et c'est aux éditions Fayard et que vous avez également coécrit avec Philippe Cohen. Avant de commencer notre débat, dernière affaire qui touche des proches de Nicolas Sarkozy, l'affaire Karachi. Deux hommes ont été mis en examen pour complicité et recel d'abus de biens sociaux dans le cadre du volet financier de l'affaire. Nicolas Bazir, l'ancien directeur de cabinet de campagne d'Édouard Balladur, et Thierry Gobert, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy au ministère du Budget. C'était en 1994. Tout de suite les précisions avec Anne Seutement. Cette femme est un témoin clé dans l'affaire Karachi. Pendant plus de 15 ans, Hélène de Yougoslavie partage la vie de Thierry Gobert, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Convoquée devant le juge le 8 septembre dernier, Hélène de Yougoslavie affirme que son époux transportait régulièrement des mallettes remplies d'espèces, de l'argent remis à Nicolas Bazir, alors directeur de campagne d'Édouard Balladur. C'est en tout cas ce que lui aurait confié son mari. Je confirme ce que j'ai dit, les voyages de mon mari, surtout à l'étranger, et de revenir avec des sacoches. Bon, il y avait de l'argent, mais je ne sais pas d'où l'argent venait. C'était mon mari et Monsieur Takedine. Paris, Genève, Londres et Paris. Nous sommes en 1995. La campagne présidentielle et la guerre des droites battent leur plein. Une période sur laquelle enquête le juge Van Rooyenbeek. Au même moment, des contrats d'armement sont signés avec le Pakistan et le magistrat se demande s'ils n'ont pas donné lieu à des rétrocommissions destinées au financement de la campagne d'Édouard Balladur. Ces contrats ont été négociés par un intermédiaire, Ziad Takieddine. L'homme aurait accompagné en Suisse Thierry Gobert, tous deux ont été mis en examen. Hélène de Yougoslavie n'est pas la seule femme à parler. L'ex-épouse de Ziad Takieddine, Nicola Johnson, est elle aussi auditionnée. Elle dévoile le carnet d'adresses de son mari, évoque ses relations haut placées, dont Thierry Gobert. Une affaire qui s'est donc emballée depuis les révélations des deux épouses et qui pourrait embarrasser jusqu'au sommet de l'État. Le site d'information Mediapart pointe du doigt les relations entre d'autres personnalités plus ou moins proches de Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, Brice Hortefeux et Ziad Takieddine. Ils sont ici en vacances chez l'homme d'affaires. Nicolas Sarkozy, porte-parole d'Édouard Balladur pendant la campagne de 1995, peut-il être inquiété? Non, répond l'Élysée. S'agissant de l'affaire dite de Karachi, le nom du chef de l'État n'apparaît dans aucun des éléments du dossier. Denis Jambard, Brice Hortefeux qui aurait violé le secret de l'instruction dans l'affaire Karachi, Claude Guéant qui viole la protection des sources journalistiques, le président qui est entouré d'intermédiaires plus que douteux, on pense évidemment à Takieddine, on pense à Djouri ou encore à Bourgi, des enveloppes qui auraient servi à financer la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 et celle d'Édouard Balladur en 1995. Est-ce qu'on vit dans une république de voyous? Je n'utiliserai pas peut-être ce mot-là, mais c'est vrai que la pratique des valises et des mallettes remonte à très 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 longtemps. C'est l'histoire de la France-Afrique. Mais surtout, ce qu'on vit, c'est la fin d'une longue histoire de la droite, c'est-à-dire la guerre Chirac-Balladur, qui a commencé au début des années 90, au moment de la présidentielle, en fait en 93-94, quand Balladur devient Premier ministre et décide très vite d'être candidat à l'élection présidentielle. Et là, il y a eu une bataille énorme qui s'est déclenchée.
dont nous vivons aujourd'hui les derniers soubresauts. Et à mes yeux, d'ailleurs, Sarkozy, c'est la fin de l'histoire. C'est pas le début d'une nouvelle période de la droite avec Sarkozy. Je pense que Sarkozy est le point final d'une période, disons, du chiraquisme qui s'est divisé, qui s'est déchiré, et qui s'est déchiré, y compris pour l'argent, dans la conquête du pouvoir. Avec là-dedans des gens peu fréquentables, parce que quand vous cherchez de l'argent là où vous ne devez pas aller le chercher, vous utilisez des intermédiaires, genre Djouri, genre Takedine, genre Bourgi, et ça vous met dans des mécaniques effroyables. Et donc aujourd'hui, on a un rebondissement de cette guerre des deux droites. Richard Malka, vous êtes d'accord avec Denis Jeanbart, c'est la guerre des deux droites. Finalement, la gauche aussi a été éclaboussée par de nombreux scandales, des affaires de corruption aussi. Il n'y a pas que la droite. Non, c'est vrai, mais je partage C'est totalement... un peu l'histoire de notre République. Oui et non, bien sûr que c'est l'histoire de notre République, mais je partage le propos de Denis Jeanbart quand il refuse d'employer le mot de République de voyous. Je crois quand même qu'il est important de dire en préalable que en matière de corruption, la France n'est pas le pire des pays. C'est pas une république bananière. La corruption, ça existe dans tous les pays du monde parce que ce n'est aussi que le reflet de la nature humaine. Il n'y a pas de pays où il n'y a pas de corruption, sinon ce serait un pays de robots. Et à part Eva Joly, je ne sais pas qui le souhaiterait. Donc voilà, ça existe. Il faut le poursuivre, il faut le condamner. On n'est pas le pire des pays. Il faut faire attention à ces propos-là parce qu'au final, ils ne bénéficient qu'à un seul parti politique. Donc évidemment, exactement. Donc évidemment, il y a des dérapages, des juges sont nommés. On en est encore au stade où on ne sait pas. On nous livre des accusations qui sont absolument parcellaires, alors avec des intérêts à les faire fuiter les uns ou les autres. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a des accusations, mais personne n'a de preuve de rien. Laissons. On a quand même des preuves. On sait que Brice Hortefeux aurait violé le secret de l'instruction. Ça c'est une autre histoire. Voilà, Claude Guéant. Moi, ce qui me choque le plus, ce n'est pas à la limite, la malhonnêteté de Brice Hortefeux, c'est son incompétence. Parce que, franchement, quand on a été ministre de l'Intérieur, passer un coup de téléphone à quelqu'un dont on est quasiment sûr qu'il est écouté, un dealer de 16 ans ne ferait pas ça. Ça laisse pantois. Mais on peut rajouter d'ailleurs, mais quand même le communiqué de l'Élysée affirmant que Nicolas Sarkozy ne figure pas dans le dossier, c'est extrêmement troublant aussi. Comment peut-on savoir, alors qu'on n'est pas dans l'affaire, qu'on ne figure pas dans l'affaire ? C'est presque un aveu de culpabilité, de violation du secret de l'instruction. Ils ont donc communication du dossier pour pouvoir dire qu'ils ne figurent pas dans le dossier. D'ailleurs, ils figurent dans le dossier. Pas de manière scandaleuse, d'ailleurs. Parce que Nicolas Sarkozy, en 1994, ministre du Budget, a autorisé, comme le lui imposait la loi de l'époque qui a été supprimée en 2000, la création d'une société qui s'appelle Hein, au Luxembourg, pour verser des commissions, puisque tous les grands marchés d'armement, et ça c'est une pratique mondiale et pas française, consistent à utiliser des intermédiaires auxquels on verse des commissions. La spécificité française, alors ça je crois que c'est vraiment une spécificité française, je vais arriver à le dire, c'est la rétrocommission. C'est-à-dire la personne à qui on donne de l'argent renvoie de l'argent sur un homme politique en France. Et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Guillaume Perrault, vous trouvez aussi de dire on vit dans une république de voyous, c'est un peu fort en café. Vous êtes d'accord avec Richard Malka qui dit finalement la corruption, il y en a un peu dans tous les pays. Stéphane De Vries, ça l'énerve d'ailleurs quand on dit ça. Vous êtes d'accord ? C'est parce qu'il vient d'un pays qui n'est pas latin. Il y a un aspect culturel. Il y a un aspect culturel dans les. Il y a un aspect culturel. Non, c'est pas du tout vrai. Alors attendez, permettez-moi de continuer sur. Il faut se comparer au meilleur. Permettez-moi de continuer sur mon idée. La France en sort très très mal. On va laisser terminer Guillaume Perrault et vous allez. Jusqu'en 93, plutôt, il n'y avait pas d'interdiction pour les entreprises de financer des partis politiques. Il faut d'abord rappeler ce fait banal. Jusqu'en 93, la France a vécu dans cette situation et on s'en accommodait. C'est au début des années 90, en raison de l'accumulation des scandales politico-financiers, Urbain et d'autres, que les pouvoirs publics ont été acculés à encadrer le financement des campagnes électorales et de la vie politique. Alors ça, c'est le premier appel qui, je crois, est indispensable à faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut le dire, on a une tradition en France de rapport un peu souple avec la loi, avec la règle écrite. On a un de nos premiers présidents sous la Troisième République qui s'appelait Jules Grévy, qui a dû démissionner
parce que son gendre faisait du trafic d'influence avec des décorations. C'était des légions d'honneur. Il avait son bureau à l'Élysée. On venait le voir et on monnayait l'octroi d'une légion d'honneur. Il a dû démissionner. Il a été condamné en première instance. Il a été relaxé en appel, ce gendre du président de la République, parce que le délit de trafic d'influence n'existait pas à l'époque. Il a été inventé après. Et, le croirez-vous, ce gendre véreux a été réélu par les électeurs. Mais en France aussi, non, mais on le voit passé que ça. ne justifie pas le présent, tout de même. Non, mais le passé permet de comprendre le présent, et donc je me méfie de l'indignation, comment dirais-je, dans le court-termiste, si vous voulez. Il est nécessaire de prendre un peu de recul et pour comprendre. Je suis tout à fait d'accord. Oui, mais enfin, sincèrement... Je ne dis pas qu'il faut absoudre ou être complaisant, mais je dis qu'il faut prendre du recul pour comprendre comment on arrive à cette situation que nous vivons. C'est épouvantable de dire que c'est une tradition française Ouais, que la c'est corruption. ridicule même. Franchement, c'est peut-être épouvantable. Je suis pour l'analyse historique, mais là, franchement, je ne vous suis pas. On peut imaginer qu'il y a des gens corrompus, mais à partir du moment où on suit votre raisonnement, on a le sentiment que c'est une pratique française normale. Non, finalement, c'est une pratique Denis, c'est une pratique ancienne. Je n'ai pas dit que la corruption était une pratique française. Je dis que le flou total en matière de financement des campagnes et de la vie politique, lui, était une tradition française. Et on a un rapport, souple envers la loi écrite, envers la norme écrite. Ça, c'est une tradition française. On a une règle rigide et une pratique molle. Et ça, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. Et si je vais jouer au prof, c'est Tocqueville qui l'a écrit dans l'Ancien Régime et la Révolution. Est-ce que parfois vous quittez la France? Parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une optique franco-française qui n'a vraiment rien à voir avec la réalité. Le fait de se comparer avec les pires en disant que oui, il y a aussi d'autres pays qui sont peut-être pires, c'est complètement risible. Il faut toujours se comparer. Est-ce que j'ai employé cet argument? Je vous trouve bien péremptoire. Je n'ai jamais employé cet argument, monsieur. Vous dites la France, ouais, il y a de la corruption, mais il y a aussi d'autres pays où il y a la corruption et ils sont pires. Bien sûr que c'est vrai. Ça, c'est nivellement par le bas, vous voulez dire. Il faut garder par le haut. Et c'est exactement ça qui me choque le plus dans la France d'aujourd'hui. C'est que l'énorme succession d'affaires et d'affairettes ne suscite aucune émotion. En fait, c'est ça qui est incroyable. C'est vrai que dans l'opinion publique française, extrêmement normal. Ouais, comme si c'était la baguette du vin rouge et des camemberts. Je ne crois pas qu'on puisse dire que les Français trouvent ça normal. Absolument. Ils trouvent pas normal, mais ils ont intégré l'idée que ce monde politique est corrompu et qui ne veut pas changer. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils jugent ça. Ils se rendent à l'évidence, et ça c'est grave, parce qu'ils ne veulent pas changer la société. Et prenons par exemple Alain Juppé, qui a été condamné. Il a été réélu maire de Bordeaux. Puis il y a aussi des affaires à gauche que Denis Jean-Bart parlait de la droite. C'est à gauche et à droite. On pense par exemple à Harlem Désir aussi, on s'en souvient peut-être pas, mais c'était en 98, il a été condamné quand même pour abus de biens sociaux. Et voilà qu'Harlem Désir aujourd'hui. Voilà, on a Henri Emmanuelli aussi, il y a aussi des affaires à gauche. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, je poursuis sur mon idée de rapport bizarre avec la loi, j'y tiens, c'est que finalement un homme politique est plus handicapé par une mise en examen, alors qu'il est présumé innocent, que par une condamnation. Il se relève plus facilement d'une condamnation que d'une mise en examen, alors qu'une mise en examen, ça veut simplement dire qu'il est visé par une enquête pénale et qu'il est présumé innocent, ce qui est quand même assez curieux comme situation. Mais pour vous, c'est juste camembert, baguette, vin rouge et corruption. Non, mais vous caricaturez. Absolument, mais c'est mon rôle aussi. Vous caricaturez totalement, et on a l'impression à vous entendre que la corruption n'existe pas dans les pays anglo-saxons. Ça, je ne dis pas du tout, mais il faut regarder dehors, il faut prendre un exemple aux pays qui nous entourent. On pense par exemple à l'Allemagne. L'Allemagne, ils sont quand même... je veux dire, tout est quand même très... On voit que Merkel, par exemple, son mari doit payer lorsqu'ils partent en voyage officiel. Il y a eu quand même de grands scandales et un certain nombre de ministres qui ont dû... et Gazprom. Il y a un certain nombre de ministres dans le gouvernement d'Angela Merkel qui ont dû démissionner. L'Angleterre aussi, en général, c'est plutôt des scandales sexuels. Un ministre qui démissionne, c'est quelque chose de très avancé. Pardonnez-moi, mais personne ici ne dit qu'il faut absoudre les corrompus et les corrupteurs. Absolument pas. Nous disons simplement qu'il faut raison garder. Nous ne sommes pas non plus un pays dans lequel toute la classe politique est corrompue. Je crois que oui. Vous êtes dans la caricature même le mot totale. Voyou est trop faible parce qu'un voyou, au moins, il a une sorte de code d'honneur de bandit, ce qui n'existe absolument pas chez les politiques. Donc, pire que les voyous. Vous faites de l'humour, là. Richard Malka, d'un point de vue pénal, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui pour Nicolas Sarkozy? Il bénéficie d'une immunité et donc... Alors, Nicolas Sarkozy bénéficie d'une immunité absolument totale. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Le juge Van Runebeck, qui est un grand juge, va mener ses investigations. Je crois d'ailleurs qu'il a besoin de conseils ni des uns ni des autres pour savoir qui il doit entendre et qui il ne doit pas entendre.
Voilà, on dit qu'il va entendre Édouard Balladur, c'est effectivement extrêmement probable. Il va mener son enquête qui certainement durera des mois et peut-être des années. Il va se heurter comme d'habitude au secret défense et on verra si le secret défense est levé ou pas. C'est une instruction de toute façon extrêmement longue. Encore une fois, et on touche à un des véritables problèmes de notre pays pour le coup, on est dans la présomption d'innocence, mais plus personne n'y croit parce que plus personne n'a confiance dans l'indépendance de notre système judiciaire et donc on est dans cette situation. Mais est-ce que ce système judiciaire est réellement indépendant quand on voit par exemple que la juge Prévost-Després se fait dessaisir du dossier Bettencourt? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'indépendance de la justice française? Je ne veux pas parler d'un exemple précis parce que je ne connais pas ces dossiers-là. Ce qui est certain en tout cas, c'est que les citoyens de ce pays ne pensent plus que leur justice est indépendante et ça, il appartiendra au pouvoir exécutif de rétablir cette confiance parce que sinon, on ne cessera pas de commenter des débuts d'instruction sans rien en savoir et on restera dans le régime de la rumeur. Je partage tout à fait ce point de vue. En même temps, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de problèmes. Il y a une crise de confiance dans la justice. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, par son attitude, n'a pas contribué à améliorer la situation, il faut vraiment le dire. Mais en même temps, quand cette affaire pakistanaise s'ouvre, on ne peut pas dire que le juge, alors peut-être qu'il rencontre beaucoup de difficultés, néanmoins il avance et il met en cause les personnalités qui sont le cercle le plus proche de Nicolas Sarkozy, parce qu'il faut quand même le dire. Nicolas Bazir, c'est un intime de Nicolas Sarkozy. Thierry Gaubert aussi. Et on voit que Brice Hortefeux communique avec un mise en examen sur le dossier. Et on sait la proximité de Brice Hortefeux avec Nicolas Sarkozy. J'ai le souvenir de ces trois hommes conquérants à la mairie de Neuilly au début des années 90. Ils étaient inséparables. C'était les trois mousquetaires. En tout cas, deux au service de Nicolas Sarkozy. Donc, il me paraît même impossible que Nicolas Sarkozy puisse se désintéresser de cette affaire-là. Guillaume Perrault, est-ce que ces affaires, l'affaire Bettencourt, l'affaire Karachi, est-ce que ces affaires peuvent faire tomber Nicolas Sarkozy? Tomber, je ne pense pas. Vous voulez dire au plan pénal, jusqu'à l'élection. Plan politique. Alors, au plan politique, est-ce que ça lui nuit dans la perspective de la prochaine présidentielle? Ça paraît incontestable. Il n'est même pas exclu que dans les élections sénatoriales, où pourtant ce n'est pas la préoccupation principale des grands électeurs, il n'est pas exclu que c'est joué un peu à la marge comme facteur secondaire par rapport à des facteurs plus importants, plus spécifiques à ces élections sénatoriales. Ce qu'on peut ajouter néanmoins, c'est qu'il faut bien prendre soin de distinguer les deux volets de l'affaire, les soupçons de financement illégal de la campagne présidentielle de Balladur en 1995 et l'hypothèse d'un lien avec l'attentat qui a coûté la vie à des Français au Pakistan. Ouais. Voilà, il faut bien faire, je crois, un distinguo entre ces deux volets de l'affaire pour pas tout mélanger. On parle ici du premier volet, celui sur lequel porte l'instruction. On va faire une pause, Denis Jambard, si vous voulez bien. On va faire une toute petite pause, le temps de donner le rappel des titres. On va se retrouver pour la deuxième partie du débat, la campagne donc, qui commence mal pour Nicolas Sarkozy. Nous avons évoqué les affaires avec nos invités. À cela s'ajoute la crise et les sénatoriales perdues dimanche. Dans ce contexte, le président doit-il se représenter? Non, nous dira Denis Jambard. À tout de suite.